Salut à tous. Je m'appelle Étienne, j'ai 35 ans et je vis à Clermont-Ferrand. Je ne suis pas du genre à raconter ma vie sur Internet, mais ce qui s'est passé dans mon quartier, c'est une histoire qu'il faut que je sorte. C'est une histoire de justice, ou plutôt, de vengeance. Une vengeance froide, silencieuse et tellement satisfaisante, point. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous parle de mon quartier. C'est un de ces coins un peu à Halle, écart du centre-ville, avec des petites maisons qui ont tout un bout de jardin. Rien d'extraordinaire, mais c'est calme. Le genre d'endroit où les gamins jouent encore dans la rue et où tu connais le nom du chien de tes voisins. Moi, je suis mécano. J'ai mon propre petit garage pas très loin. Ma vie, c'est les moteurs, l'odeur d'huile de vidange et la satisfaction de faire revivre une vieille bagnole. Je suis plutôt du genre direct, un peu bourru diront certains, mais loyal. Et dans ce quartier, il y avait une institution. Une personne que tout le monde adorait. Agnès C. était notre voisine. Une petite dame d'environ 70 ans, toujours un sourire aux lèvres et des taches de peinture sur les mains. Elle habitait la maison juste en face de chez moi depuis toujours en fait. Depuis le milieu des années 80. Sa maison était unique. De l'extérieur, elle avait fait construire une petite façade en bois pour lui donner l'air d'un chalet de conte de fées, avec des jardinières remplies de géraniums. Était mignon, ça sortait du lot, mais le vrai trésor, il était à l'intérieur. Agnès était une ancienne prof d'art plastique. Après sa retraite, elle avait monté un de ses ateliers de peinture et vin qui avait super bien marché, avant de se consacrer uniquement à des commandes privées. Et sa maison, Svek, était sa toile. Chaque mur était une œuvre d'art, je n'exagère pas. Dans le salon, il y avait une fresque immense de la forêt du roi lion. Dans la cuisine, salle, était Ratatouille qui s'affairait au-dessus des fourneaux. Le couloir était un chemin étoilé tout droit sorti de Peter Pan. C était magique. Quand on entrait chez elle, N était plus à Clermont-Ferrand, on était à Disneyland, je dois avouer un truc. Quand J était ado, J était un petit con. Je bricolais ma mobilette qui faisait un boucan d'enfer, je mettais la musique à fond. Et Agnès ne s'est jamais plainte violemment. Elle venait me voir avec son éternel sourire et me disait « Étienne, mon grand, les murs ne sont pas très épais, tu sais. » Un jour, elle s'est plainte du bruit de mon camion de dépannage. Je l'ai envoyé balader un peu sèchement. Je m'en suis voulu tout de suite. Le lendemain, j'ai sonné chez elle avec une boîte de chocolat pour m'excuser. On a discuté pendant 2 heures. Et depuis ce jour, on est devenus amis. Vraiment amis. Elle était un peu comme la grand-mère que je n'avais plus. Elle m'avait raconté l'histoire de sa maison. Elle était en location depuis le début. Le propriétaire, Monsieur Dubois, un vieil homme adorable, lui avait toujours dit « Agnès, cette maison, elle est à vous. Peignez, décorez, faites-en votre palais. Le jour où je vendrai, vous serez la première sur la liste. » Elle payait un loyer dérisoire. C était un accord de confiance, une poignée de main. Elle lui faisait entièrement confiance. Le problème, c'est que la confiance, ça ne vaut rien sur le papier. Et un jour, le drame est arrivé. Monsieur Dubois est décédé. Brutalement. Rien n'avait été signé, rien n'avait été officialisé dans un testament. La maison, comme le reste de ses biens, est revenue à ses enfants, des gens que personne n'avait jamais vus dans le quartier. Quelques semaines après l'enterrement, une voiture de luxe, une grosse berline allemande immatriculée à Paris, s'est garée devant chez Agnès. Un homme en costume, la cinquantaine arrogante, en est sorti, accompagné d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui devait être sa fille. C était Didier, le fils de Monsieur Dubois. Il venait pour inspecter le bien. Agnès, fidèle à elle-même, les a accueillis avec un café. Elle leur a fait visiter la maison, fière de son travail, pensant qu'ils seraient touchés par l'hommage qu'elle avait rendu à leur père en prenant si bien soin de la maison. Au début, ils ont joué la comédie. « Oh, c'est incroyable! Quel talent! Ma fille adore ce genre de choses, n'est-ce pas, Chloé ?» La fille, Chloé, prenait des photos de chaque mur avec son téléphone, des grands sourires sur les lèvres, l'air de dire « Regardez le trésor que je viens de trouver !» J était dans mon jardin, je les voyais faire. Et je ne le sentais pas. Il y avait quelque chose de faux, de prédateur dans leur attitude. Ils ne regardaient pas l'art. Ils regardaient la valeur, l'originalité, le potentiel Instagram de la maison. La semaine suivante, le couperet est tombé. Agnès a reçu une lettre recommandée. Un courrier froid, juridique, qui lui annonçait la fin de son bail oral et lui donnait un préavis de 3 mois pour quitter les lieux.
Le motif invoqué? Modifications structurelles et esthétiques importantes du bien sans l'accord du propriétaire. Les peintures. Les fresques. L. Âme de la maison. C. Était ça, le motif de l'expulsion. L'ironie était d'une violence inouïe. Ils utilisaient son art comme prétexte pour la virer. J'ai vu Agnès ce jour-là. Elle était assise sur le banc de son jardin, la lettre tremblante dans ses mains. Elle était anéantie. 40 ans de sa vie, de ses souvenirs, de son travail, balayés par un courrier d'avocat. Elle m'a dit, en larmes. Ils veulent la maison pour la fille. Ils me l'ont dit au téléphone. Ils ont adoré la maison d'artiste. Ils veulent la garder telle qu'elle. La colère m'a submergé. Une colère froide, profonde. Ils ne voulaient pas juste une maison. Ils voulaient voler sa vie, son histoire, pour en faire leur décor de théâtre. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Agnès a essayé de se battre. Elle a contacté un avocat, mais sans bail écrit, sans preuve de la promesse de vente. Ses chances étaient quasi nulles. Les nouveaux propriétaires étaient injoignables, sauf à travers des lettres de plus en plus menaçantes. Le quartier était sous le choc. Tout le monde voulait aider, mais on se sentait impuissant. On apportait des plats à Agnès, on passait la voir, mais on voyait bien qu'elle éteignait à petit feu. Elle passait ses journées à trier des cartons, le regard vide. Le pire, sec, était de voir la fille, Chloé, passer de temps en temps dans la rue avec ses amis. Elle ralentissait devant la maison, la montrait du doigt en riant, comme si elle présentait son futur trophée. Elle ne se cachait même pas. Cette arrogance, cette certitude d'avoir gagné, me rendait malade. La situation a détruit Agnès. Elle, qui avait toujours été si pleine de vie, si créative, ne touchait plus un pinceau. Elle disait « À quoi bon? Pour que quelqu'un d'autre me le prenne ?» Sa confiance dans les gens était brisée. Elle avait perdu sa maison, mais aussi une partie de son âme. Un soir, J.C. était chez elle avec mon meilleur ami, Marc. Marc, c'est un peintre en bâtiment. Un artisan, un vrai, qui aime le travail bien fait. On aidait Agnès à faire quelques cartons, dans un silence pesant. L'échéance approchait, et elle n'avait toujours pas trouvé où aller. Par miracle, elle a fini par trouver un petit appartement à vendre dans une autre région, près de sa sœur. Il y avait une grande pièce lumineuse qu'elle pourrait transformer en atelier. C était une maigre consolation, mais C était une porte de sortie. On était assis dans la cuisine, sous la fresque de Ratatouille. Agnès regardait les murs avec une tristesse infinie. Et c'est là qu'elle a dit la phrase qui a tout changé. Elle a soupiré et a dit « Ce qui me fait le plus mal, c'est de leur laisser tout ça. Ils vont vivre au milieu de mes souvenirs, de mon travail. Ils voulaient une maison d'artiste. Et je vais la leur donner sur un plateau. » Un silence a suivi. Et puis Marc, qui n'avait pas dit un mot, a levé la tête. Un petit sourire en coin est apparu sur son visage. C était le genre de sourire qui annonce une très très bonne ou une très très mauvaise idée. Il s'est tourné vers Agnès et a dit « Agnès, dans leur courrier, ils t'accusent d'avoir modifié le bien. C'est ça? Ils te demandent de le rendre dans son état d'origine, non ?» Agnès a hoché la tête, sans comprendre. Marc a continué. « Ça tombe bien. Je viens d'acheter un nouveau pistolet à peinture professionnelle. Une bête de course. Il faut que je m'entraîne à l'utiliser. Laisse-moi faire. Je vais te remettre cette maison aux normes Rebecca. » On s'est regardé avec Agnès. Les normes Rebecca, c'est notre blague à nous. Ça désigne les appartements refaits à la va-vite pour la vente. Le genre de décoration impersonnelle et déprimante que tu vois partout. Mur blanc, un mur gris anthracite pour faire moderne, et du parquet flottant bas de gamme. L'antithèse absolue de la maison d'Agnès. Le plan de Marc était d'une simplicité diabolique. Il ne s'agissait pas de dégrader la maison. Non. Il s'agissait de se conformer à la lettre, à la demande des propriétaires. De la restaurer, de la nettoyer, d'effacer toute trace de la personnalité d'Agnès. De leur rendre une coquille vide, propre, légale et totalement sans âme. Les yeux d'Agnès se sont illuminés. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une étincelle de malice revenir dans son regard. C était décidé. Il voulait la maison? Il l'aurait. Mais il n'aurait pas l'art. L'opération Rebecca a commencé le week-end suivant. La première étape était de vider la maison. Tout le quartier a mis la main à la pâte. On a formé une chaîne humaine pour déménager les meubles, les cartons, 40 ans de vie.
C était un moment étrange, à la fois triste et excitant. Marc a proposé à Agnès de l'héberger dans sa chambre d'amis le temps qu'il fallait. En échange, il lui a demandé une seule chose, qu'elle lui peigne une fresque sur le mur de son salon. L'art d'Agnès allait survivre, mais ailleurs, chez quelqu'un qui le méritait. Une fois la maison entièrement vide, le vrai travail a commencé. Le lundi, Marc est arrivé avec son équipement. La première chose qu'il a faite, était de sortir les ponceuses orbitales. Le bruit des machines a résonné dans la maison silencieuse. J était là, et je peux vous dire que voir ça, était à la fois un crève-cœur et une jouissance immense. Lentement, méticuleusement, les fresques ont commencé à disparaître. Le sourire du chat du Cheshire, les étoiles du ciel de Peter Pan, les animaux de la savane. Tout a été réduit à des taches de couleurs abstraites, des fantômes de ce qui avait été. Était comme effacer un rêve qu'on refusait de laisser aux mains des barbares. Une fois les murs poncés, Marc a sorti son arme secrète, le pistolet à peinture et des énormes bidons de sous-couche blanche ultra couvrantes. Le genre de produit qui tue n'importe quelle couleur en dessous. Il a masqué les fenêtres et les sols, et il a commencé. PSS, chat. Le son était régulier, implacable. En quelques passages, le mur du salon, autrefois vibrant de vie, est devenu d'un blanc clinique, hospitalier. Il a fait toute la maison comme ça. En une journée, la magie avait disparu. Il ne restait plus que des murs blancs, nus, sans histoire. Le lendemain, était le tour de la couleur. Ou plutôt, de l'absence de couleur. Marc avait sa palette. Rebecca. Un blanc semi-brillant pour les murs, et un gris. Le gris le plus triste, le plus déprimant que vous puissiez imaginer. Un gris de bureau administratif un jour de pluie. Et avec ce gris, il a tout peint. Les boiseries, les plaintes, les encadrements de portes, les interrupteurs, les prises. Il a même repeint les magnifiques placards en bois de la cuisine et le plan de travail. Quand je suis entré pour voir le résultat, j'ai eu un choc. La maison avait l'air morte de l'intérieur. Était propre, impeccable et glacial. On aurait dit un logement témoin pour une société qui vendrait de la dépression en kit. Le dernier acte s'est joué à l'extérieur. Agnès avait un ami paysagiste. Elle a passé un accord avec lui. Il pouvait récupérer tous les magnifiques rosiers et arbustes de son jardin, en échange de quoi il devait enlever la façade en bois du chalet sans l'abîmer, pour qu'elle puisse la récupérer. Le paysagiste a fait ça proprement. Il a tout déterré, ne laissant que de la terre nue. Puis, pour finir le travail, il a déversé une tonne de gravier et de sable sur toute la surface et a posé un seul gros rocher au milieu en guise de décoration. La charmante petite maison de conte de fées était devenue un bunker avec un jardin zen raté. Quand tout a été fini, Agnès a fait un dernier tour. Elle n'a pas pleuré. Elle a souri. Elle a déposé les clés dans la boîte aux lettres comme convenu, et nous sommes partis. Plusieurs semaines ont passé. La vie a repris son cours. Agnès s'installait dans sa nouvelle vie, et on avait de ses nouvelles régulièrement. Elle était heureuse. Elle peignait à nouveau. Ce week-end, je suis allé dépanner une vieille voisine un peu plus loin dans la rue. En passant devant l'ancienne maison d'Agnès, j'ai remarqué qu'elle était toujours vide. Les volets étaient fermés. L'herbe commençait à pousser à travers le gravier. J'ai demandé à mon voisin s'il avait vu les nouveaux arrivants. Il m'a répondu « Ah, c'est une drôle d'histoire, ça. Il y a une dizaine de jours, un camion de déménagement s'est garé devant. Une jeune femme est descendue, toute excitée. Elle a ouvert la porte, et elle est ressortie presque aussitôt. Elle avait l'air furieuse. Elle a passé un coup de fil en criant. Ils sont restés là 1 heure, à discuter violemment, mais ils n'ont jamais déchargé le camion. Et puis, ils sont repartis. On ne les a jamais revus. J'ai souri. Un grand sourire, sincère. J'ai imaginé la scène. J'ai imaginé la déception sur le visage de cette fille gâtée, découvrant que son jouet magique, sa maison d'artiste unique, N, était plus qu'un pavillon de banlieue banal et déprimant. Ils avaient voulu le beurre et l'argent du beurre. Ils avaient voulu la maison ET, l'art qui la rendait spéciale. Mais en chassant l'artiste, ils avaient aussi chassé l'art. Ils se sont retrouvés avec ce qu'ils méritaient. Une coquille vide. Un enfer basique aux couleurs de la tristesse. Et la maison est toujours vide aujourd'hui. Une cicatrice grise et blanche dans notre quartier coloré.
Un monument à la gloire de leur propre cupidité. Je ne sais pas si on peut appeler ça une victoire. On a perdu Agnès, notre voisine. Mais quand je pense à cette maison vide, je me dis que, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelque chose. C'est simplement de le rendre à sa juste valeur. Rien du tout. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.